Améliorer les conditions d'accueil des élèves des communes de l'intérieur sur le littoral. En début d'année, le sujet était revenu sur le devant de la scène avec une enquête de Mediapart qui révélait, je cite, une machine à maltraiter les enfants amérindiens et noirs marrons. Problème de transport, du dispositif également d'accueil au sein des familles hébergeantes. Une réunion à ce propos s'est tenue la semaine dernière à la CTG, selon qui, je cite, une réforme structurelle du dispositif est indispensable. Rencontre faite entre la collectivité et le Grand Conseil coutumier. Alors quoi faire ? Quel projet ? Quelle proposition pour améliorer ces conditions d'accueil ? Pour en parler, deux invités ce matin. Myriam Dufay, bonjour. Bonjour. Directrice de l'association L'Effet Morpho. J'ai juste vous demander de rapprocher un tout petit peu votre micro pour que tout le monde puisse vous entendre. Et puis notre deuxième invité, Christophe Pierre, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes là en tant que vice-président du Grand Conseil... Membre, pardon, et oui, tout simplement, voilà, membre du Grand Conseil coutumier. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. J'aimerais déjà qu'on repose un petit peu les bases sur cette question-là, avant même de parler de ce qui sera, de ce qui pourrait être fait à l'avenir pour améliorer la situation. Le constat pour celles et ceux qui auraient peut-être loupé un épisode et qui seraient passés à côté, c'est quoi l'état des lieux et le degré d'urgence, on va dire, sur cette question-là ? On va peut-être commencer avec vous, Myriam Dufay. Oui, donc effectivement, les enfants de l'intérieur de la Guyane, notamment du Haut-Oyapock et des affluents du Maroni, viennent poursuivre leur scolarité sur le littoral dès le collège pour l'Oyapock, pour Trois-Sauts. Oui. Et sinon, en tout cas, à partir du lycée. Et à ce moment-là, effectivement, ils sont hébergés aujourd'hui au collège aux Hommes Indiens de Saint-Georges et au lycée, dans des familles hébergeantes principalement, faute de place dans les internats. Donc c'est un dispositif qui avait été mis en place par la collectivité pour pallier le manque de place. Et on fait le constat qu'effectivement, il n'y a pas de suivi réel, il n'y a pas d'accompagnement en fait au quotidien des enfants. Et il n'y a pas de dispositif non plus d'urgence pour faire face aux difficultés que peuvent rencontrer les enfants. Ce constat, il est partagé par tous les acteurs concernés. Et du coup, effectivement, à la demande de la collectivité territoriale et du GCC, une commission ad hoc a été mise en place au sein du Grand Conseil coutumier pour essayer de faire des préconisations. C'est bien ça. Voilà. Pour essayer de trouver les meilleures solutions et proposer aux enfants un cadre qui soit digne, respectueux et bienveillant. Christophe Pierre, sur ce sujet-là, sur les difficultés finalement qu'on vient d'aborder, c'est quoi votre regard finalement sur ce qui existe aujourd'hui en Guyane, sur le littoral, pour les enfants des communes de l'intérieur ? Actuellement, le constat est dur depuis quelques années maintenant. C'est pas quelque chose de récent, mais disons que ces 10 dernières années, on est passé de constat à constat, avec des initiatives qui à chaque fois ont échoué. Je pense, pas échoué, mais en tout cas qui n'ont pas abouti. Je pense à des projets qui ont été portés par des organisations amérindiennes. Je pense au projet qui a été porté par Agapé, un projet qui a été porté par les CMEA, la cellule régionale pour le mieux-être des populations de l'intérieur. Enfin, toutes ces initiatives qui avaient été prises pour quelque part améliorer ces conditions d'accueil des jeunes de l'intérieur et qui finalement n'ont pas abouti à grand-chose. Et du coup, le Grand Conseil coutumier, quelque part, s'est emparé de ce sujet suite à l'énième interpellation de la société civile, des parents d'élèves, des élèves eux-mêmes, et pour dire qu'à un moment donné, il fallait qu'on se mette autour d'une table, non pas pour dresser un nouveau constat, même si on devait passer par là, bien évidemment, et ça a été fait, mais par contre pour proposer une réponse multiple, structurée, et qui répond à différents enjeux de l'accompagnement de ces jeunes d'une manière globale, quoi. Et c'est vrai qu'en préparant cette interview, j'ai fait un petit peu mes recherches, des articles sur ce sujet-là. On en voit fleurir depuis un nombre d'années incalculable. Et comme vous le dites, on a l'impression que rien n'avance, qu'à chaque fois l'état des lieux il est fait, qu'on redit encore et encore les mêmes choses et que rien n'avance. Le problème, il vient d'où finalement ? C'est un manque d'ambition, de volonté politique, de moyens mis sur la table pour faire véritablement avancer ce sujet-là ? C'est un tout. C'est un manque de volonté politique à certains moments.
c'est un manque de moyens financiers débloqués à d'autres moments. Et puis finalement, c'est un problème en tout cas, c'est une situation qui est très complexe parce que du coup, ce sont des dispositifs qui n'existent qu'en Guyane, qui ne sont pas comprises par les normes françaises, oui. etc. Mais du coup, ce qui manque et ce qui a cruellement manqué ces dernières années, c'est également que les acteurs concernés, les acteurs qui sont du territoire, les acteurs qui interviennent dans ces territoires auprès de ces familles et de ces communautés-là, les responsables politiques, etc., ne s'étaient jamais véritablement rencontrés ils se sont rencontrés, mais rencontrés pour changer les choses. Et là, en ce moment, on est dans cette dynamique. Oui, avec un objectif de changement, pas juste on se réunit, on en parle. On en parle, et puis on met des pansements sur, oui, il y a un tel jeune qui a fini à la rue, il y a tel jeune qui n'a pas trouvé de famille hébergeante, il y en a un autre qui est hors circuit, on ne sait pas où il est. Enfin, à chaque fois, ça a été du cas par cas, des pansements par-ci, par-là. Et là, aujourd'hui, en fait, l'objectif de ce groupe de travail, c'est vraiment d'apporter des réponses, des préconisations à court terme, à moyen terme, à long terme, puisqu'on est conscient que cette amélioration-là, c'est un processus plutôt qu'une date qui arrive et puis demain tout va mieux et tout est parfait. Donc ça va venir petit à petit, malheureusement. Mais la priorité aujourd'hui, c'est vraiment de mettre à l'abri des enfants qui sont aujourd'hui en situation de danger direct, qui subissent des choses. Mais au-delà de ça, c'est également accompagner les familles hébergeantes. Enfin, il y a déjà des préconisations dont on voit la forme aujourd'hui, c'est que juste qu'il faut qu'on les mette sous forme de préconisations concrètes, de comment ça peut tenir d'un point de vue de construction financière et de stratégie financière, d'un point de vue de réglementaire aussi, puisqu'il faut savoir que le réseau des familles émergentes, encore une fois, est hors cadre, etc. Du coup, il faut se rapprocher du droit commun. Donc, en fait, c'est dans cet objectif-là que ce groupe de travail se réunit, quoi. Oui, avec des choses qui pourront être réglées assez rapidement, finalement, et d'autres qui prendront plusieurs années avant qu'elles soient pleinement effectives. Myriam Dufay, est-ce que vous avez l'impression là que les choses, elles avancent véritablement, qu'on assiste à un changement potentiel après des années, finalement, d'errance, qui a duré quand même particulièrement longtemps? Déjà, il y a du dialogue, voilà. Ce qui n'avait pas toujours été le cas. Aujourd'hui, la collectivité territoriale, elle souhaite que les choses changent. Donc, il y a déjà une volonté politique. Et ça, je pense que ça fait beaucoup dans la capacité à la société civile de s'organiser. Oui, il y a à coordonner finalement tout le monde, tous les acteurs. Ouais. Ensuite, voilà, il y a aussi les associations, l'Effet Morpho, mais aussi Akenaituna, Kamopiwan, le groupe SOS, enfin toutes les associations qui se structurent aussi sur cet accompagnement-là. Du coup, on a quand même des ressources pour avancer ces questions-là, et surtout, ce qui nous importe le plus, c'est de remettre l'enfant au cœur des préoccupations, du projet, voilà, et des propositions qu'on fera pour pas qu'on ait des solutions qui soient hors sol, inadaptées, et qui finalement ne répondent peut-être à une logique institutionnelle, mais pas à celle des communautés, et qui garantissent le lien, et parce qu'aujourd'hui la rupture elle est forte, elle est importante entre les enfants et leurs familles, et entre les enfants et leur village, et donc c'est dans une, on va dire, le fait d'être plusieurs structures, d'être avec le Grand Conseil coutumier, donc toutes les autorités coutumières, la société civile, les familles impliquées, la CTG, ça permet qu'on propose, qu'on ait un regard qui soit global, et pas uniquement répondre à une place, juste j'ai libéré un lit et tout va bien. C'est nécessaire, mais c'est largement insuffisant. Donc après, nous, ce qu'on veut, c'est que l'enfant il soit pris dans sa globalité et que ça réponde à l'ensemble de ses besoins. Ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment pris en compte finalement les besoins, les demandes des premiers concernés, les enfants, les familles, dans le dispositif finalement qui est mis en place depuis ces dernières années, non ? Non. Alors c'est vrai que déjà il y a des difficultés structurelles qui sont que déjà le contact dans les villages c'est pas toujours simple, il n'y a pas toujours de couverture téléphonique, il y a pas, donc ça demande à mettre des moyens dans les villages, des personnes ressources dans les villages aussi, des personnes formées dans les villages pour faire ce lien de parentalité et pour qu'on puisse remettre à chaque fois les parents au cœur des décisions qui concernent leurs enfants. Non, c'est pas fait aujourd'hui. En fait, aujourd'hui,
l'accompagnement des enfants dans sa globalité, il n'est pas assuré par le dispositif. Donc, il est plus ou moins bien, en fonction des moyens, assuré plutôt par les associations. Donc, ça se met en place petit à petit, mais au moins ça permet de relever les besoins, d'être en contact permanent avec les familles et d'être aussi avec une présence active auprès des enfants, et donc de pouvoir relever à la fois les problématiques, mais aussi les envies, les souhaits, comment les enfants et les familles se projettent et comment elles aimeraient que le dispositif s'améliore. Christophe Pierre, on en est où là ce vendredi matin? Je l'ai dit en introduction et vous en avez brièvement parlé. Il y a eu cette rencontre la semaine dernière entre le Grand Conseil coutumier et la CTG. Il y a certaines actions qui ont été ciblées. On va en parler. Le planning là, c'est quoi finalement? Est-ce qu'il y a une stratégie précise qui a été mise en place pour faire en sorte que les choses concrètement puissent avancer? Mais là, du coup, le Grand Conseil coutumier, avec le réseau d'associations, notamment des acteurs qui interviennent sur les territoires du Haut-Maroni et du Haut-Oyapock, du coup, sont à la recherche d'un ou d'une chargée de projet qui sera chargée d'animer ce groupe de travail et d'en sortir une rédaction d'un ensemble de préconisations construites, encore une fois, et qui tiennent à la fois la route dans la partie où on prend en considération l'apport, que ce soit des familles, des communautés, des acteurs locaux, des enfants, encore une fois, parce qu'ils ont un regard aussi à poser et qu'on doit avoir pour construire les choses avec eux, et puis d'un autre point de vue qui est réglementaire et qui tienne la route d'un point de vue financier, quoi. Donc voilà, cette personne-là sera chargée de ça, donc bien sûr qu'il sera accompagné par l'ensemble des associations et des structures qui sont présentes dans le groupe de travail et le Grand Conseil coutumier, mais on est à la recherche du coup de cette personne-là, donc je profite de vos ondes pour dire que vous pouvez envoyer vos candidatures au Grand Conseil coutumier @gmail.com et que on va passer aux phases d'entretien d'ici deuxième semaine de mai. Je crois que c'est le 10 mai, donc si vous êtes intéressé de candidater rapidement, et puis que de toutes les manières, il n'y a pas un profil spécifique, enfin c'est pas un poste spécifique, mais on cherche surtout une personne qui est motivée et qui est prête à s'investir, parce que c'est une durée de 3 mois. Oui. Donc il y a du gros qui a déjà été fait, je veux dire, on part pas de zéro. Donc mais par contre, oui, il y en a des associations qui sont plus de l'animation, d'autres plus du médico-social, d'autres plus du social, etc. Donc c'est réunir tout le monde, travailler avec tout le monde, donc avec le Grand Conseil coutumier qui pilote tout ça. Donc et il y a l'UNICEF aussi, je rappelle que l'UNICEF est présent depuis le début quasiment de ces travaux et qui nous accompagne également. Donc voilà, enfin il y a aujourd'hui toutes ces personnes qui ont envie, toutes ces structures qui ont envie de faire avancer les choses, et envie de formuler un ensemble de préconisations, encore une fois. Ça c'est quelque chose, c'est un point qui a changé par rapport à avant, parce que je me souviens de mémoire quand j'avais lu cet article de Mediapart où il y avait des jeunes Amérindiens qui avaient été interrogés et qui disaient finalement les violences, on a l'impression que c'est normal, les défaillances du système, comme si tout le monde s'y était un petit peu habitué en quelque sorte. Est-ce que sur ce point-là, il y a au moins du changement dans la volonté de la part de tout le monde que les choses puissent changer? Ah oui, déjà il faut comme Myriam l'a soulevé tout à l'heure, la question des situations urgentes, aujourd'hui, il n'y a pas de réponse structurée. La priorité, elle est là. C'est quoi d'ailleurs une situation urgente, pour qu'on puisse en parler très concrètement aux personnes qui vous entendent? Une situation urgente, c'est par exemple quand un enfant, quand un lycéen qui est interne chope le Covid et qui finit à la rue, parce qu'il peut pas rester à l'internat. C'est par exemple quand il se passe quand il y a des litiges au sein des familles émergentes et qui finit à la rue. Qu'est-ce qu'on en fait, etc. C'est tout ça, en fait, et ça arrive quotidiennement. Ça peut arriver un samedi à 23h30 et du coup un mineur à la rue. Qui est-ce qu'on prévient, qui se mobilise, etc. Je veux dire, les parents sont à 2 jours de pirogue, etc. Donc aujourd'hui, sur ce type de situation, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse, et c'est les associations qui, à la base, n'ont pas cette mission-là, qui ont des missions plus d'accompagnement sur du loisir, sur de la formation, etc., qui sont du coup mobilisées. Donc en fait, on est en train de tirer sur un réseau de personnes qui se mobilisent plus qu'ils ne devraient, parce que là, il y a une réponse structurée qui est manquante. Donc voilà, aujourd'hui, c'est
force est de constater que des bénévoles, des salariés, etc. s'impliquent et que le Grand Conseil coutumier salue cette implication. Mais la bonne volonté, à long terme, c'est pas suffisant. Voilà, c'est épuisant. Oui. C'est épuisant, donc... mais par contre, en discutant avec les jeunes, on voit bien qu'il y a quand même une évolution. Les jeunes qui aujourd'hui ont 25-30 ans disent franchement, aujourd'hui, on aurait eu la chance d'avoir ce réseau d'associations qui intervient quand on a des soucis. Avant, on finissait à la rue, on était à la rue 3 jours, 4 jours. Donc aujourd'hui, on a des personnes qui nous conseillent, qui peuvent nous appuyer quand on doit rentrer dans un dialogue avec, je sais pas, une assistante sociale ou autre. Avant, ça n'existait pas du tout. Donc, en fait, il y a des choses qui s'améliorent, pas suffisamment rapidement, pas suffisamment tout court, mais en tout cas, c'est en bonne voie et les communautés le remarquent. Je cite le communiqué de la CTG, puisque vous avez commencé à parler des réponses concrètes à apporter à des problèmes concrets suite à la réunion du coup de la semaine dernière. Les actions attendues: suivi des élèves et des familles, formation des familles relais, contrôle sur site, dispositif d'astreinte pour traiter les situations de crise et d'exclusion. La priorité, Myriam Dufay, à vos yeux, quand vous ciblez un petit peu les problématiques, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait vraiment faire en premier et en urgence? Je pense qu'effectivement, en urgence, c'est un dispositif de gestion des urgences. Oui. En fait, parce que là, tout ce qu'on essaie de construire, toutes nos équipes, elles sont quand même pas... voilà, ça reste une petite équipe. En fait, tout s'arrête quand un enfant est à la rue ou un enfant rencontre des difficultés qu'il peut pas surmonter tout seul. Et il n'a pas ses parents à côté pour le soutenir. Donc je pense que pour pouvoir sereinement en fait améliorer tout le reste, il faut déjà qu'on soit capable de répondre à ces urgences-là, parce que l'hébergement d'urgence aujourd'hui, c'est notre association qui l'assure, mais pas dans les conditions idéales et pas avec cette mission en fait. Et donc c'est du bricolage, nécessaire. Aujourd'hui, mais qu'on aimerait, et puis pareil, parce que là les astreintes ça repose que sur notre équipe et donc ça tourne très vite, donc je pense que c'est déjà la première chose, et une fois que sereinement on sait qu'aucun enfant n'est laissé de côté et qu'aucun enfant n'est à la rue, déjà même les enfants ils peuvent se projeter aussi sur ce qu'ils souhaitent et comment ils aimeraient que les choses soient, ce qui est impossible quand on est en situation d'urgence et de survie. Donc ça me semble la première priorité. Ouais, première priorité, l'urgence, et ensuite la deuxième, la coordination, le réseau dans son intégralité. C'est l'accompagnement des enfants au quotidien, avec l'implication des parents, des familles, des autorités coutumières. C'est de ne pas rester sur un dispositif hors sol qui finalement ne prend jamais en compte l'enfant, sa famille, ce que veulent les parents. On ne leur pose pas la question, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, on n'a pas de choix possible. Donc, en réalité, on prend des décisions pour l'enfant sans que l'enfant ou que sa famille soit impliquée. Christophe Pierre, quand je relis le communiqué de la CTG et que je vois les actions finalement qui sont prévues, tout tombe un petit peu sous le bon sens, j'ai envie de dire, de contrôler le site, de faire en sorte que les familles hébergeantes soient formées, que les enfants soient accueillis dans des bonnes conditions. Ça n'a rien d'extraordinaire finalement de demander tout ça. Ça n'a rien d'extraordinaire de demander tout ça, puisque c'est quelque part, c'est juste une mise aux normes des choses. Bien sûr. Ça n'a rien non plus d'exceptionnel, parce que c'est des choses que l'on sait depuis plusieurs années maintenant, du coup, et que tout le monde sait en fait. Le problème, il a été là, c'est que on le sait que ce dispositif est une espèce d'ovni. On le sait qu'il y a eu des difficultés rencontrées par les jeunes, par les familles hébergeantes aussi, par manque de formation, d'accompagnement, etc. On le sait tout ça. Je veux dire, ce n'est pas là aujourd'hui les points qui sont évoqués d'une manière large. Je veux dire, c'est pas du tout une nouveauté, c'est pas une innovation, c'est pas. Mais par contre, comment se déclinent de manière opérationnelle ces objectifs? Là est la mission, quelque part, de ce groupe de travail, et même d'aller au-delà, parce que là, c'est du point de vue de la collectivité ce qu'il faut faire. Du point de vue des associations, il y a d'autres choses qui se rajouteraient, et du point de vue de la communauté, peut-être qu'il y a d'autres choses qui se rajouteraient, en fait. Et donc, le travail de ce groupe de travail, c'est assez répétitif, mais c'est de prendre en compte ce que la collectivité souhaite, de prendre en compte ce que les associations et la société civile mobilisée
préconise et souhaite porter. Et trouver un équilibre entre les deux. Et les communautés surtout, puisqu'elles doivent être moteurs de l'amélioration de leurs conditions de vie. Donc elles doivent être au centre, au fait, comme on le dit. Donc finalement, c'est articuler tout ça pour que ce soit des propositions solides. Parce que, comme Myriam l'a dit, on ne peut pas accompagner un lycéen aujourd'hui en mettant au loin ses parents, la cellule familiale, etc. Et on ne peut pas priver les parents de ça, puisque ça a d'autres répercussions après beaucoup plus profondes et beaucoup plus larges. J'avais beaucoup d'autres questions à vous poser, mais malheureusement le temps est passé beaucoup trop vite. Merci beaucoup à tous les deux, Christophe Pierre, Myriam Dufay, d'avoir été avec nous ce matin. On vous réinvitera évidemment pour faire le point dans les mois à venir, pour savoir un petit peu si les choses telles qu'annoncées se présenteront d'une manière suffisamment correcte. Merci encore à tous les deux, très bonne journée à vous. À bientôt.